أمد يدي إلى جميع القيادات. فكما يرفض تيار المستقبل أن يكون على صورة حزب الله. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle semaine d'actualité. Voici les titres de ce journal. Liban, Tamam Salam prend ses fonctions au Grand Sérail. Le nouveau chef du gouvernement convoque une première réunion ministérielle demain au palais de Bravda, alors que les passations de pouvoir commencent. Le Premier ministre reçoit les ambassadeurs des États-Unis et de Grande-Bretagne. David Hale et Tom Fletcher réitèrent le soutien de leur pays au nouveau cabinet et appellent à la tenue de l'élection présidentielle dans les délais. Syrie, John Kerry accuse la Russie de favoriser la surenchère du régime de Damas, alors que l'armée syrienne libre limoge son chef Selim Edris pour négligence. Et à suivre également dans ce journal, un avion de la compagnie Ethiopian Airlines détourné en plein vol est contraint de s'opposer à Genève. Arrêté, le pirate de l'air n'est autre que le copilote. Il se dit menacé dans son pays et demande l'asile politique. 2 jours après l'annonce de la formation de son gouvernement, le nouveau Premier ministre libanais, Tamam Salam, a pris ses fonctions ce matin au Grand Sérail, siège de la présidence du Conseil. Il a été reçu par le secrétaire général du cabinet, Souheil Bouji, et le personnel du Grand Sérail. Il a été salué à son arrivée par la garde d'honneur. Tamam Salam a convoqué le gouvernement à une première réunion ministérielle demain à 11h30 au palais présidentiel de Bravda, sous la présidence du chef de l'État, Michel Sleiman. Au menu de ce premier Conseil des ministres, la rédaction de la déclaration ministérielle. Et puis l'ambassadeur des États-Unis au Liban, David Hale, a appelé à la tenue de l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels à l'issue d'une rencontre avec Tamam Salam au Grand Sérail. Le diplomate a également appelé au respect de l'accord de Taïf, de la déclaration de Bravda et de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU. Il a enfin assuré que son pays est prêt à coopérer avec le gouvernement Salam. L'ambassadeur de Grande-Bretagne, Tom Fletcher, s'est également rendu au Grand Sérail. Il a indiqué que les responsables politiques ont prouvé qu'ils sont capables de trouver des points communs. Selon lui, le Liban fait aujourd'hui face à de grands défis, dont la préservation de la sécurité et la gestion du dossier humanitaire des réfugiés syriens au Liban. Le diplomate a par ailleurs souligné qu'il n'y a pas de temps à perdre pour parvenir à la stabilité, à l'indépendance et à un avenir lumineux, assurant que la Grande-Bretagne sera la plus forte alliée du Liban. Michel Sleiman affirme que la formation d'un nouveau gouvernement reflète une image positive du Liban. Le président insiste sur la nécessité de rédiger rapidement la déclaration ministérielle pour qu'elle soit soumise par la suite au vote de confiance du Parlement. Une fois la confiance obtenue, le cabinet pourra alors travailler à respecter les délais constitutionnels, dont évidemment l'élection présidentielle. Nabih Berri a également salué le cabinet de Tamam Salam en le décrivant comme le meilleur qui pouvait être formé compte tenu de la situation actuelle. Le chef du Parlement, qui est en visite au Koweït, estime ainsi qu'il y a une distribution équilibrée des portefeuilles. Il a dit souhaiter que la déclaration ministérielle soit rédigée rapidement et que le gouvernement obtienne la confiance du Parlement pour qu'il puisse faire face aux défis qui l'attendent, notamment la situation des réfugiés syriens et palestiniens. Berri a ensuite évoqué le danger du terrorisme qui, selon lui, ne sera pas uniquement éradiqué par l'arrestation de ses principales figures ou la mise en échec de ses opérations. Il a d'ailleurs salué les dernières opérations de l'armée libanaise. Le chef du Parlement a par la suite évoqué le dossier du pétrole, appelant à délimiter la frontière maritime du Liban et entamer l'exploration pétrolière. Autre défi, le respect du droit du Liban à libérer tout son territoire, conformément à la résolution 1701. Il a enfin appelé à prendre les mesures convenables pour diminuer l'impact de la crise économique et sociale au Liban. Le nouveau ministre de la Justice, Ashraf Rifi, estime que la coopération de son ministère avec celui de l'Intérieur, occupé par Nehad Machnouk, est naturelle. Selon lui, justice et sécurité sont complémentaires. Il a écrit sur son compte Twitter que, comme lorsqu'il était directeur des forces de sécurité intérieure, il ne favorisera pas un Libanais plus qu'un autre quand il est question des dossiers nationaux. Ashraf Rifi a indiqué faire partie d'un groupe politique qui croit en un État libre et souverain, un État non soumis à la tutelle d'une autre partie. Sa nomination a été la dernière complication de la formation du gouvernement, la retardant de vendredi à samedi. Son nom avait été avancé par le courant du futur pour occuper le portefeuille de l'intérieur au sein du gouvernement, une proposition rejetée par le Hezbollah.
Le nouveau vice-premier ministre et ministre de la Défense, Samir Mokbel, a pour sa part félicité l'armée et ses services de renseignement pour avoir neutralisé une voiture piégée à Baalbek hier. Dans sa première déclaration, il a assuré que jour après jour, les Libanais croient de plus en plus en l'armée, dans son rôle et ses compétences, notamment face aux réseaux terroristes. Et puis le ministre du Travail, Sejahan Azzi, a pris ses fonctions au ministère ce lundi, succédant à Selim Jreissati. Il a assuré lors de la cérémonie de passation de pouvoir qu'il allait œuvrer à développer la sécurité sociale et travailler au service du Liban et des Libanais. Passation de pouvoir également au ministère de l'Information, des Finances et de l'Environnement. Bachar el-Assad cherche à remporter une victoire militaire face aux insurgés et non à parvenir à une solution politique négociée. Une déclaration signée John Kerry, le secrétaire d'État américain, l'accuse d'essayer de gagner sur le champ de bataille plutôt que de se rendre à la table des négociations de bonne foi. Il a également appelé la Russie à aider à la recherche de la paix plutôt que d'apporter un soutien inconditionnel au régime de Damas, soutien qui permet à Assad de surenchérir selon Kerry. Et puis l'armée syrienne libre écarte son chef Selim Idriss et le remplace par un commandant plus expérimenté. Selon le groupe rebelle soutenu par les pays occidentaux et arabes, son nouveau chef est le colonel Abdellah al-Bashir. Il dirigeait jusqu'à présent ses opérations dans la province de Quneitra, frontalière du plateau du Golan occupé par Israël. Le Conseil militaire suprême de l'ASL explique sa décision par l'inefficacité du commandement au cours des derniers mois et la volonté de donner un nouvel élan à la lutte contre le régime Assad. Selim Idriss n'a jamais réussi à imposer son autorité auprès des rebelles combattant sur le terrain. Sous son autorité, l'ASL a subi de nombreux revers militaires. Dans un instant, direction l'Italie qui a un nouveau Premier ministre. Il s'agit du plus jeune de l'Union européenne. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. Un avion de la compagnie Ethiopian Airlines a été détourné en plein vol et contraint de se poser ce matin à Genève. Le pirate de l'air a été arrêté. Il s'agit en fait du copilote. Il s'est dit menacé dans son pays et a demandé l'asile politique. Le Boeing 767 était parti d'Addis Abeba, la capitale éthiopienne, après minuit et devait arriver à Rome à 4h40 du matin. Peu après l'atterrissage, tous les occupants, plus de 200 personnes, ont quitté l'avion, tous sains et saufs. L'aéroport genevois a dû être momentanément fermé. Explication. À 6h10, le copilote est descendu du cockpit par une corde, puis il s'est rendu aux policiers qui entouraient l'aéronef, annonçant qu'il était lui-même le pirate. Il a expliqué avoir préparé son acte avant le vol et a profité que le pilote se rende au WC pour s'enfermer dans le cockpit. Durant toute l'opération, la situation est restée calme dans l'avion. Les 202 passagers et membres d'équipage n'ont à aucun moment été menacés ou mis en danger. À 39 ans, Matteo Renzi devient le plus jeune Premier ministre italien. Le maire de Florence a officiellement été chargé par la présidence de la République de former le nouveau gouvernement. Matteo Renzi devient aussi le plus jeune Premier ministre de l'Union européenne. Il pourrait présenter son gouvernement et prêter serment mercredi ou jeudi avant de présenter son programme devant le Parlement et remporter le vote de confiance. La presse italienne souligne que Matteo Renzi n'a aucune expérience ni du Parlement ni du gouvernement. Il est devenu chef du Parti démocrate en décembre seulement et son premier coup d'éclat dans cette fonction aurait été d'éliminer Enrico Letta. L'ancien Premier ministre a démissionné vendredi. Il appartient au même parti que son successeur. Près de 3 mois après le lancement de l'opération militaire Sangaris en Centrafrique, qui devait être une intervention coup de poing, la France se retrouve prise au piège d'un conflit qui s'éternise et dont elle reconnaît avoir sous-estimé le ressentiment entre chrétiens et musulmans. Les soldats français et africains présents dans le pays servent-ils aujourd'hui à quelque chose? Donatella Rovera d'Amnesty International a répondu à cette question sur les ondes d'Europe 1. On l'écoute. Il n'y a jamais assez de soldats dans ce genre de situation et on peut en débattre toujours. Je crois qu'il faut plutôt regarder la question de la performance. Est-ce que les ressources qui existent sont-elles bien utilisées? Je crois que la réponse est non.
Je n'utiliserai pas le mot génocide, heureusement on n'en est pas là, mais le mot nettoyage ethnique, absolument, c'est exactement ce qui est en train de se passer en République centrafricaine où il y a des milices, les milices anti-Balaka, qui disent très clairement qu'ils veulent tuer les musulmans, qui veulent vider le pays des musulmans. Ils ne le disent pas seulement, mais ils mettent en œuvre leurs menaces en passant à l'acte. Ils ont tué des centaines de civils dans des attaques. S'ils n'en ont pas tué plus, c'est parce que dans quelques cas, les forces internationales ont pu protéger quelques communautés. Et la seule protection, effectivement, qui peut être offerte aux populations musulmanes de la part des forces internationales, c'est de les protéger quelquefois en attendant qu'ils quittent le pays. La situation est extrêmement grave en République centrafricaine. La situation est en train de se dégrader également dans l'est du pays où ça a été assez calme jusqu'aujourd'hui. Elle continue de se détériorer très très rapidement dans l'ouest. C'est des populations qui vivent dans ce pays depuis des centaines d'années qui sont en train d'être liquidées, soit physiquement, soit en les contraignant à fuir. Cela est absolument inacceptable. La communauté internationale doit réagir. En bref, dans le reste de l'actualité de ce lundi, l'ayatollah Ali Khamenei n'est pas optimiste sur l'issue des pourparlers sur le programme nucléaire iranien. Le guide suprême n'y est cependant pas opposé. Les négociateurs de l'Iran et des puissances du P5+1 doivent se retrouver demain à Vienne, au siège de l'Agence internationale de l'énergie atomique, pour une nouvelle série de discussions. Objectif, parvenir à un accord permanent. Après le référendum sur la limitation de l'immigration en Suisse, Berne refuse désormais d'ouvrir son marché du travail aux Croates. Un accord bilatéral aurait dû être signé entre les deux pays, la Croatie étant devenue le 28e État européen. Bruxelles a donc suspendu les négociations avec la Suisse sur des programmes de recherche et d'échange universitaires. C'est en fait l'accès de l'ensemble des citoyens européens au marché du travail suisse qui est remis en cause. Et puis en Afrique du Sud, une douzaine de mineurs ont été secourus dans la banlieue est de Johannesburg sur le site d'une mine d'or illégale. La chute d'un bloc de rocher est venue obstruer la sortie du puits. Entre 20 et 200 mineurs seraient encore pris au piège depuis samedi, mais certains refusent de sortir par peur d'être arrêtés pour travail illégal. Puis enfin, la justice française a classé sans suite la procédure d'enquête pénale sur l'accident de Michael Schumacher. Le champion de Formule 1 est dans le coma depuis le 29 décembre dernier. Après un grave accident de ski à Méribel en Savoie, il est depuis hospitalisé à Grenoble. Le procureur a indiqué que l'accident s'est produit en zone hors piste et que la signalisation et le balistage de cette piste étaient conformes aux normes françaises en vigueur. Schumacher est le pilote le plus titré de l'histoire avec 91 victoires en Grand Prix. Il avait mis fin à sa carrière en 2012. Le processus de réveil progressif se poursuit et sa famille croit fortement en sa guérison. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Liban, Tamam Salam prend ses fonctions au Grand Sérail. Le nouveau chef du gouvernement convoque une première réunion ministérielle demain au palais de Bravda, alors que les passations de pouvoir ont commencé. Le Premier ministre reçoit les ambassadeurs des États-Unis et de Grande-Bretagne. David Hale et Tom Fletcher réitèrent le soutien de leur pays au nouveau cabinet et appellent à la tenue de l'élection présidentielle dans les plus brefs délais. Syrie, John Kerry accuse la Russie de favoriser la surenchère du régime de Damas, alors que l'armée syrienne libre limoge son chef, Selim Edris, pour négligence. Et un avion de la compagnie Ethiopian Airlines détourné en plein vol, contraint de s'opposer à Genève. Arrêté, le pirate de l'air, qui n'est autre que le copilote, se dit menacé dans son pays et demande l'asile politique. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. إني يدي إلى جميع القيادات. فكما يرفض تيار المستقبل أن يكون على صورة حزب الله